Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous pour cette nouvelle semaine de Souchita Vue en compagnie de deux invités aujourd'hui. Le docteur François Pernin, bonjour. Bonjour. Président de la CLE, la coordination de lutte contre l'exclusion. Et puis Gilles Simeoni, bonjour. Salut. Président du Conseil exécutif de Corse. Alors, deux invités pour parler d'une notion importante. Ce sont deux rapports qui ont été adoptés récemment à l'Assemblée de Corse. Donc, c'est le rapport notamment en lien avec la lutte contre la précarité et puis des diverses aides en matière de logement, en matière également de transport. Docteur Pernin, donc, oui. Ces rapports, on vous avait entendu lors du travail préparatoire avec de nombreuses autres associations aussi. Vous nous aviez dit c'est important parce que la précarité entre en politique. Oui, je crois d'abord que c'est assez rare qu'un homme politique et qu'un homme du milieu associatif se rencontrent et font plus que se rencontrer, mais ont décidé de travailler ensemble le temps qu'il faudra, parce que ce mariage-là n'est pas très fréquent. Et je crois que si cette rencontre s'est faite, c'est parce que le problème est majeur. Et qu'on l'a compris ici, plus que dans toute autre région. C'est un problème qui touche une personne sur 4, voire une personne sur 5, voire une personne sur 4, qui touche de plein fouet la jeunesse. Lorsque dans un pays la jeunesse est touchée, c'est grave. Un problème politique parce que c'est l'économie qui est touchée, avec le développement d'une économie parallèle. Et ça peut miner les fondements de toute une société. Et puis, tout simplement, en tant que médecin, c'est ce que je dis, c'est que la pauvreté, ça tue physiquement. Ça élimine des gens par une espérance de vie diminuée, ça élimine des gens brutalement par le suicide, par le meurtre, par des accidents ménagers, parce que lorsqu'on est pauvre et qu'on a un chauffe-eau en mauvais état, eh bien, on a une intoxication. Quand on a une voiture en mauvais état, on a un accident. Donc voilà ce que c'est que la pauvreté. On ne fait pas dans l'émotion, c'est vraiment un problème politique majeur. Et cette idée-là, elle a touché le milieu politique ici en Corse, alors qu'aucune autre région, pour l'instant, n'a pris à bras-le-corps la pauvreté comme un problème politique. Et c'est ce qui commence à se faire avec ces rapports qui sont très importants. Il faut aller certainement encore plus loin, il faut les mettre en œuvre, mais ces rapports, ils sont très importants. Alors justement, Gilles Simeoni, on rentrera après peut-être un peu plus en détail dans ces rapports, mais un homme politique, donc à la tête d'un exécutif, jusqu'où est-ce que vous pensez pouvoir aller trop loin ? Je pense qu'on ne va jamais trop loin, et on ira le plus loin possible, en tout cas dans la lutte contre la pauvreté et contre la précarité. C'est vrai qu'il y a à la fois l'identification d'un problème majeur sur le fond, celui du poids de cette pauvreté dans la société corse d'aujourd'hui, et après il y avait la réflexion sur comment faire pour traiter ce problème, et notamment en termes de méthode et en termes d'objectifs. Alors moi, sur le fond, bien sûr, comme l'ensemble des membres du Conseil exécutif et de la majorité territoriale, je dirais que j'ai une sensibilité forte au plan social, mais je crois que ça va au-delà de ça. Et la prise de conscience qui a été la mienne, j'avais suivi, y compris avant même d'être en situation d'exercice des responsabilités, le travail qui avait été mené par le docteur Pernin et la CLE, et également les prises de position des élus, puisqu'on se rappelle que sous la mandature d'Ange Santini, il y avait eu un premier travail qui avait été fait d'identification de la précarité, que sous la mandature précédente, Maria Yudigel avait travaillé sur le PADUC, et que tous ensemble nous avions voté des grands axes de la charte contre la précarité qui avait été incluse dans les dispositions du PADUC. Mais au-delà de ce travail, la conviction, c'est de se dire, puisqu'on a vocation à partir d'aujourd'hui à essayer de construire une société corse rayonnante, émancipée, développée et solidaire, c'était de se dire on ne peut pas vivre dans une société insulaire avec une personne sur 5 ou une personne sur 4 qui est en situation de fait d'exclusion. Et ça, c'est un problème qui n'est pas seulement un problème social, ce n'est pas un problème seulement économique, c'est même pas seulement un problème politique, c'est un problème sociétal. Et donc, il faut traiter ce problème. Ça, c'est l'identification véritablement de la problématique. Et puis, alors, sur la méthode, vous avez dit, le docteur Pernin a dit, c'est rare, c'est peut-être trop rare, ça a été trop rare jusqu'à aujourd'hui, mais je crois que nous avons aussi été élus pour revisiter et réinventer les formes de l'action politique et de l'action publique, et que parmi les méthodes que nous essayons de mettre en œuvre, il y a aussi le fait d'être en permanence, en interaction et en co-construction avec les acteurs
Et dans ce domaine-là, notamment les acteurs associatifs qui ont un rôle important, mais pas seulement les acteurs associatifs, également faire travailler en synergie l'ensemble des acteurs institutionnels, puisque nous sommes très nombreux à intervenir dans le champ de la lutte contre la précarité et la pauvreté. Il y a d'abord, bien sûr, les 2 conseils départementaux, au jour d'aujourd'hui, qui ont la compétence au sens juridique. Il y a également l'État, et puis il y a la collectivité territoriale de Corse. Et comme la collectivité territoriale de Corse est l'institution qui, globalement, est quand même dépositaire des intérêts matériels et moraux de la Corse et du peuple corse, nous sommes dit qu'au-delà même du débat juridique, il fallait s'emparer de cette problématique, essayer de la traiter au mieux. 3e et dernier point, en ayant conscience, bien sûr, qu'il n'y aura pas de grand soir de la victoire contre la pauvreté et la précarité. C'est un processus qui est forcément long, qui a vocation à s'inscrire dans la durée, qui va également se redéfinir au fur et à mesure des avancées, parce que d'abord nous aurons vocation à améliorer sans cesse les mesures prises, et puis je suppose que chaque fois que nous aurons fait reculer, et je l'espère, disparaître certaines formes de précarité, il risque d'en apparaître d'autres. Et donc c'est en quelque sorte un combat permanent, mais déjà que la collectivité territoriale de Corse est acté politiquement et à l'unanimité, à part quelques abstentions, est acté politiquement le fait de dire, pour nous aujourd'hui, collectivité de Corse, la lutte contre la pauvreté et la précarité est une priorité politique absolue. Je considère que c'est déjà un geste très fort qui va nous permettre ensuite, derrière, de décliner de façon opérationnelle des politiques innovantes. Docteur Pernin. Le président a cité différents acteurs de poids, l'État, la collectivité, les conseils généraux. Et pourtant, tous ces acteurs n'arrivent pas encore à faire reculer le phénomène. On doit se demander pourquoi. C'est un phénomène qui est d'abord réel. Ça, c'est très important de le dire parce qu'on est parfois face toujours à un négationnisme de certains responsables politiques, parfois très haut placés, et pas qu'ici, et parfois des responsables administratifs très haut placés qui ont en charge le problème et qui arrivent à le nier. On en a les preuves. Et c'est un phénomène durable et c'est un phénomène structurel. C'est-à-dire que ce phénomène dépasse simplement maintenant le simple traitement qu'on faisait pendant toutes ces années, qui est le traitement de l'urgence, le traitement du service social, le traitement des associations. La pauvreté est entièrement dévolue à ces gens-là. Et maintenant, nous, associations, nous disons depuis un bon moment, on n'y arrive plus. On ne peut pas faire un hôpital qui se résume aux urgences et au SAMU. Il faut des services qui permettent de prévenir, des services qui permettent de mieux traiter, des spécialistes et puis des soins de suite. Mais on ne peut pas faire que du SAMU, de l'urgence, et l'associatif et le service social, c'est du SAMU et de l'urgence. On a besoin d'aller plus loin. Alors on a besoin d'union entre tous ces acteurs, on a besoin d'intelligence et on a besoin d'une mission commune. L'union, c'est vrai, on voit que tous ces acteurs sont balkanisés sur tout le terrain, s'ignorent au mieux et parfois s'opposent au pire. On manque d'intelligence, c'est-à-dire qu'on manque de méthode de travail. Pour l'instant, notre seule méthode de travail, c'est la statistique, l'état des lieux, et reproduire ce qu'on a fait l'année précédente avec des cahiers des charges, des appels à projets qui viennent de plus loin, qui ne viennent pas du territoire. Donc nous, au niveau associatif, on apporte non seulement souci de cette question, mais des méthodes de travail validées qui permettent aux gens qui sont habituellement séparés, qui ont tous une expertise, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir innover, de pouvoir sortir d'autres solutions, de nouvelles solutions et d'aller plus loin, et d'inviter surtout des acteurs qui ne sont pas invités habituellement, des acteurs de la société, des entrepreneurs, des éducateurs, des pauvres eux-mêmes. Ça, on le souhaite de plus en plus. Il n'y a pas plus experts qu'eux pour en parler. Et puis cette mission commune dont je vous parlais, elle a un nom, ça s'appelle l'humanisme. C'est-à-dire mettre l'homme en premier, lui permettre d'accéder aux différents étages qui font lui pleinement un homme, qu'il n'ait plus de souci de voir ses besoins physiologiques primordiaux remplis. Une assistante sociale de Bonifacio me disait récemment que le premier client qui était rentré dans son bureau lui avait dit « J'ai faim ». J'ai faim. Il n'était pas formé à ça. C'est cette demande qu'elle a eue entre les dents il y a une dizaine d'années. Elle en parle encore. Donc les besoins physiologiques fondamentaux, c'est ensuite avoir la certitude que tout ça, on pourra l'avoir demain. Et puis enfin, c'est pas s'épanouir comme individu. C'est ça, être un être humain. Eh bien, ça doit être notre but à tous. Et il faut bien savoir quand même, à l'évidence, qu'on corrige actuellement les séquelles d'un système économique mondial qui, à l'évidence, n'a pas mis l'homme en premier. Donc on s'occupe un peu des séquelles de tout ça, un bout de chaîne.
Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver dès demain pour parler à nous de cette problématique et notamment de ce qu'il y a dans ces plans qui ont été votés pour avoir votre avis aussi à tous les deux. À demain. Bonjour et bienvenue, nouveau rendez-vous de Suchita Vive en compagnie de nos deux invités. On vous parle donc de ce problème très important, le problème de la précarité, mais également du nouveau règlement des aides de la collectivité territoriale de Corse. Avec nous pour en parler donc le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, bonjour. Salut. Et le docteur François Pernin, bonjour, président de la CLE, la coordination de lutte contre l'exclusion. Donc Gilles Simeoni, deux rapports qui ont été votés. Un rapport donc plus global sur la lutte contre la précarité et puis un rapport, on va dire, plus spécifique sur le règlement des aides en matière de logement, de jeunesse, également en matière de transport. Il a fallu pour cela dégager des pistes, parce que bien évidemment, il y a la volonté politique et puis il y a la réalité économique derrière. Oui, et puis il y a aussi le calendrier politique et électoral et institutionnel qui est un peu particulier. Donc on était tiraillé entre deux aspects contradictoires. D'abord la volonté d'avancer, et d'avancer dans tous les domaines, mais notamment dans celui de la lutte contre la précarité et la pauvreté. Et puis de l'autre, le fait que nous soyons quand même dans une période qui est une période intermédiaire, puisque les compétences en matière sociale sont plutôt exercées par les deux conseils départementaux, pas par la collectivité territoriale de Corse. Et puis en même temps, nous sommes dans un processus de création de la future collectivité de Corse qui naîtra au 1er janvier 2018 de la fusion de la collectivité territoriale de Corse actuelle et des deux conseils départementaux. Donc notre idée, c'était à la fois d'agir et d'agir vite, et puis en même temps de créer des cadres structurants qui permettront notamment à la future collectivité de Corse, dans quelques mois, eh bien de s'emparer de ce problème, et les futurs responsables élus auront ainsi les moyens de faire et de faire mieux et de faire plus. Donc notre idée, c'était d'abord de dresser un bilan, d'où le rapport auquel vous avez fait référence, qui est un bilan évaluatif des différentes politiques et des différents règlements de l'actuelle collectivité territoriale de Corse, notamment dans le domaine de l'aide au logement, par exemple, dans d'autres domaines. Donc une analyse assez exhaustive, voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il convient de faire évoluer, se donner 6 mois pour essayer de trouver des points de consensus larges, donc mars 2017 jusqu'à septembre 2017, adopter en septembre 2017 des règlements modifiés dès lors qu'il y aurait un accord bien au-delà de la majorité territoriale pour le faire, et ainsi transmettre en janvier les clés, en quelque sorte, à la future équipe dirigeante qui aura à sa disposition non seulement ces règlements modifiés, mais également les nouvelles compétences qui vont être transférées à la future collectivité de Corse. Justement, sur ces règlements, docteur Pernin, sur le travail qui est fait par rapport à ces règlements d'aide, on va dire l'avis des associations que vous représentez. Assez peu des règlements, parce qu'on avait été demandé en tant que collaborateur pour apporter des idées nouvelles, des idées innovantes sur un certain nombre de chapitres. Nous étions l'une des sources, parmi d'autres, de propositions. Et on nous avait confié le logement, l'emploi, la jeunesse, la formation, et nous avons fait travailler avec les méthodes que j'ai décrites tout à l'heure des groupes nouveaux sur ces sujets-là afin de faire ressortir des idées innovantes, parce que, je le répète, c'est pas en faisant comme avant qu'on y arrivera. Alors la politique des aides, elle est très importante, mais on sait très bien qu'elle se fait dans un contexte où l'argent va se réduire. Donc les aides vont avoir leurs limites, il va falloir trouver d'autres voies pour dégager des solutions. Si on prend par exemple le problème majeur, qui est le logement, dont on entend si peu parler dans les campagnes actuelles au niveau présidentiel. Le logement, on sait très bien, même si on a des promesses électorales mirobolantes, que c'est pas seulement en faisant du logement neuf qu'on y arrivera, parce que les promesses ne seront pas tenues, et que produire du logement neuf, il en faut, mais ça n'arrivera jamais à résorber le problème du logement. Donc il va falloir faire autrement et dégager d'autres solutions que simplement faire du logement. Donc il faut en faire. Il ne faut pas en faire en plus n'importe comment, mais dans une politique d'urbanisation bien faite, où on ne refasse pas des ghettos comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. Et ces idées un petit peu innovantes, eh bien, elles tiennent au fait qu'il faut savoir maintenir les gens dans leur domicile lorsqu'ils risquent d'en être exclus, et de prévenir cela en intervenant un petit peu en amont. On est aussi dans une région où on sait qu'il y en a une population vieillissante qui très souvent vit dans des villas éloignées ou dans le milieu rural, et ça les met en danger, plus ils sont isolés, et qu'on a de l'autre côté des jeunes couples qui n'arrivent pas à se loger.
Pourquoi ne pas rapprocher ces deux populations et avoir des solutions qui existent déjà, comme un toit pour deux ou la colocation, qui font qu'une personne âgée peut être maintenue à domicile et un jeune couple trouver à se loger. Le logement intergénérationnel, c'est ce qui était mentionné dans le rapport notamment. Des idées qui prennent naissance ailleurs. Il y a aussi sur le continent le concept de la colocation qui a bien démarré chez les jeunes, qui chez nous a fort peu démarré, qu'il faut développer. Il y a aussi un certain nombre de petites idées qui ont été citées par ces groupes de travail qui étaient au-delà du domaine social, qui est le rachat des logements des propriétaires en difficulté. Un propriétaire n'est pas forcément quelqu'un de riche. Hein. Il y a des propriétaires qui risquent de perdre leur logement, le voir vendre aux enchères, eux-mêmes se retrouver dans la rue. Si on arrive à racheter ces logements-là, on maintient le propriétaire dans le logement et on acquiert sans le construire un futur logement social et qui est dans un quartier qui n'est pas forcément un quartier ghettoisé au départ. Des tas de petites idées comme ça qui, mis bout à bout, arrivent à un certain nombre de solutions et au bout du compte apporteront d'autres solutions que le logement neuf, qui n'arrivera pas, hélas, à tout répondre parce qu'on n'arrivera pas assez vite. Alors Gilles Simeoni, donc des solutions mises bout à bout, des innovations, a dit le docteur Pernin. Ça veut dire qu'il va falloir inventer un modèle. Voilà, je pense qu'il faut inventer un modèle. Alors la question c'est, si on s'arrête simplement à l'examen d'une ou deux idées, on peut se dire c'est marginal ou c'est anecdotique. Mais l'idée centrale, c'est vraiment de dire, nous on a un problème qui est un problème majeur, c'est la pauvreté et la précarité. Les méthodes qui ont été employées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas fonctionné ou n'ont pas suffisamment fonctionné. Et donc, il faut essayer d'agir par un engagement qui est multifactoriel. Et donc, croiser tous les regards. Nous, par exemple, au niveau de la collectivité territoriale de Corse, ce que nous avons essayé de faire, et ce que j'ai demandé aussi aux membres du Conseil exécutif de faire, c'est d'intégrer systématiquement cette dimension de lutte contre la pauvreté et la précarité dans tous les dispositifs. Par exemple, on va généraliser l'insertion des clauses d'insertion dans les marchés publics pour aider les entreprises qui font de l'insertion. Par exemple, dans les contrats d'établissement qu'on passe avec les enseignements secondaires de Corse, eh bien, il va y avoir systématiquement un volet qui va être destiné à soutenir, accompagner, dépister la précarité, la pauvreté au collège et au lycée. De la même façon, nous nous sommes rapprochés du rectorat et nous nous sommes rendus compte, notamment en discutant avec le docteur Pernin et les personnes qui travaillent avec lui, qu'il y a, en relation d'ailleurs avec le modèle économique dominant, en Corse, des poches de précarité importantes et nouvelles, y compris dans le rural. Par exemple, les travailleurs saisonniers qui ne repartent pas à la fin de la saison, qui vivent dans des villages dans des conditions souvent extrêmement précaires, quelquefois en famille, et on se rend compte que les écoles primaires, par exemple, ne sont pas outillées pour dépister les situations de désarroi et de détresse sociale. Il y a des assistants, des assistantes sociales dans les collèges et dans les lycées, il n'y en a pas dans le primaire. Donc on a proposé au rectorat d'identifier quelques sites pilotes, aussi bien dans le domaine urbain que dans le domaine rural ou en montagne, où on mettra des assistantes sociales dans les écoles primaires pour voir si véritablement ça aide à traiter ce genre de difficultés. Puis après, il y a beaucoup d'idées. C'est aussi pour ça que, je dirais, le rapport évaluatif nous a aidé. Par exemple, une aide que nous avons votée et qui est sans doute la mieux connue, celle de l'aide directe aux primo-accédants. Vous savez qu'aujourd'hui, sous conditions de ressources, eh bien, on peut avoir une aide de la CTC, dès lors qu'on est primo-accédant à la propriété, une aide de 10 000 €. Donc sur le principe, c'est un dispositif qui va tout à fait dans le sens de la lutte contre la spéculation et de l'aide à l'accession à la propriété. On l'a fait évaluer par nos services en interne, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un processus d'évaluation des politiques publiques, et on se rend compte que beaucoup des objectifs qui étaient visés par ce dispositif ne sont pas atteints. Par exemple, c'est un dispositif qui, à 76%, concerne l'urbain et le périurbain, alors qu'on pensait au départ qu'il aiderait de façon très significative à l'installation dans l'intérieur. Deuxième exemple, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas de possibilité de suivre l'application de la mesure. Normalement, vous avez une obligation de conserver le bien pendant 10 ans, mais nous n'avons pas les services pour exercer ce contrôle. Et donc, les seules reventes dont nous sommes informés sont celles qui sont déclarées spontanément par les acquéreurs initiaux. Troisième remarque, et celle-là elle est encore plus grave, on se rend compte, suite à l'évaluation, que les promoteurs ont intégré
l'existence de cette prime dans leur prix, donc une anticipation rationnelle en matière économique, c'est-à-dire qu'ils majorent le prix de vente en disant aux acquéreurs potentiels, mais vous inquiétez pas, il y a 10 000 euros qui seront pris en charge par la CTC. Donc, on a un dispositif qui manifestement est à perfectionner. Donc, on ne veut pas le supprimer de façon brutale, mais on dit aussi, attention, là, on dépense environ 3,5, de 3 à 3,5 millions d'euros par an. Donc, c'est beaucoup, ça fait environ 300 personnes ou couples qui sont aidés tous les ans. Est-ce qu'on ne peut pas les aider mieux ? Et est-ce qu'on ne peut pas trouver de meilleures façons d'accompagner et d'encourager l'accès à la propriété, notamment pour les jeunes couples. C'est un objectif politique qu'il faut continuer à défendre. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, Suchita Vive avec le docteur François Pernin. Bonjour. Le président de la coordination de lutte contre l'exclusion, la CLÉ. Et Gilles Simeoni, bonjour. Bonjour. Président du conseil exécutif de Corse. On parle de ces dossiers importants qui ont été votés, qui ont trait notamment à la précarité et aux aides qui seront proposées pour tenter de remédier autant que faire se peut à cette précarité. Alors, on a remarqué en fait dans ces différents rapports qu'il y avait un axe qui était très important. Bon, il y a santé, solidarité, mais c'était la jeunesse. Et on s'est rendu compte, à vous écouter, comme à vous écouter aussi, que cette jeunesse, elle avait besoin de tout le soutien public. Oui, c'est ce que je disais, c'est que la jeunesse, si un pays ne s'en préoccupe pas, ce pays est mal parti. On n'est pas là seulement pour agrandir les cimetières. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, et quand on les rencontre, une jeunesse extrêmement riche, extrêmement innovante, pleine de désirs, pleine de volonté. Et cette jeunesse, il faut lui donner toutes ses chances. Dans un tissu corse qui est particulier, puisqu'on a une jeunesse qui est dans des milieux ruraux difficiles, où c'est problèmes de formation, de mobilité, de tissu familial, d'infrastructure. Et d'une jeunesse aussi urbaine qui, elle aussi, a besoin d'aide parce que la parentalité a changé de visage et le soutien familial n'existe pas toujours comme avant au niveau éducationnel. Alors, on le disait déjà, mais je crois que cette jeunesse, il faut non pas l'enfermer dans ses échecs et dans ses impasses, mais lui faire découvrir ses potentialités et ses richesses. C'est-à-dire ces jeunes, notamment qu'on a dans les missions locales, qui sont à la recherche d'emploi, après des parcours de galère, après des parcours d'échecs, il faut savoir les entendre. Il faut savoir déceler leurs talents. Alors là, on a donné quelques solutions comme ça, mais ces solutions doivent être mises d'abord au niveau expérimental, pas à l'échelle de toute la Corse, mais sur des petites zones. Peut-être donner à ces jeunes, par des tests qui existent, la possibilité de découvrir leurs talents, de se donner une idée positive d'eux-mêmes. Ça serait très bien. Il faut jouer aussi avec la mobilité. On a des jeunes qui sont bloqués dans leur capacité de formation parce que les transports publics n'existent pas ou ne jouent pas leur rôle et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le permis de conduire. Il va falloir jouer là-dessus aussi pour qu'ils puissent l'obtenir, ni le moyen de se déplacer. Alors qu'on avait des sujets à étudier très précis comme l'emploi, le logement, etc. Il y a des sujets transversaux qui sont apparus dans tous les groupes, et celui de covoiturage. Ça paraît tout bête, le covoiturage. Tout le monde le demande. Tout le monde le demande. Je crois que c'est un signe de solidarité citoyenne qui a très bien démarré sur le continent et qui doit démarrer chez nous et qui va permettre de débloquer bien des situations, et en jouant sur plusieurs facettes, parce que le covoiturage, c'est du lien social. On ne reste pas dans une voiture 1 heure ou 2 avec quelqu'un sans lui parler. Et sans, pourquoi pas, le prochain parcours, le faire ensemble. On fait des économies d'énergie, de pollution. Voilà, ça c'est une idée géniale qu'il va falloir mettre en route, et je crois que c'est déjà dans les tuyaux. D'autres idées qui sont les clauses d'insertion dans les marchés publics qui sont notamment commandités par la CTC, de dire on va employer un certain nombre de jeunes sur les chantiers que l'on commande. Des chantiers des travaux, mais pourquoi pas aussi des chantiers culturels. Si on finance tel spectacle ou tel spectacle, pourquoi pas introduire quelques jeunes qui aient la fibre un peu artistique dedans. D'autres idées, par exemple, puisqu'on sait qu'on a de moins en moins d'argent, bien de mettre non pas de l'argent dans la corbeille, mais des compétences qu'on voudrait s'offrir avec cet argent, c'est-à-dire développer le mécénat de compétences. Et en commençant, là aussi c'était un sujet transversal, par une crédibilité, par une transparence, par une exemplarité de la CTC elle-même, qu'elle s'applique à elle-même ce qu'elle demande aux autres. C'est-à-dire que ce mécénat de compétences, il va pouvoir commencer dans le réservoir important de tous les fonctionnaires qui sont dans cette CTC, qui vont pouvoir dire
écoutez, telle assoce, telle municipalité a besoin d'une compétence, je l'ai, je suis OK pour y aller quelques heures par semaine, une journée par mois, par exemple. Ça serait formidable. Il y a une autre idée aussi qui est formidable au niveau de toute une société, c'est ce qu'on appelle la réserve citoyenne, qui a été lancée à l'Éducation nationale et puis qui, hélas, n'est pas très très mise en œuvre, mais qui peut être mise en œuvre à l'échelon de toute une région. C'est d'ailleurs qu'on sait qu'il y a un besoin, par exemple la garde d'enfants, notamment pour les familles monoparentales, par exemple des conférenciers talentueux pour aller dans les maisons de la culture, du rural qui vont naître bientôt, d'autres problèmes, et on va faire appel à ces talents pour les réunir dans ce qu'on appelle une réserve citoyenne et les mettre à disposition de tous ces gens-là. Ça, il faut l'organiser, et tout ça, ça permet de rendre un service sans dépenser beaucoup d'argent et en tissant du lien social. Parce que quand on voit les gens, et j'ai vu sur le terrain tous ces gens qui font de l'entraide, il y a un signe qui ne trompe pas, ils ont tous le sourire. On vend de la joie gratuitement. Gilles Simeoni, donc cette jeunesse, ce mécénat de compétences aussi, la collectivité territoriale de Corse est prête à détacher les compétences de ses agents? Oui, c'est vrai, surtout que vous savez, ça a été souligné, mais je le répète, dans une époque difficile d'un point de vue des ressources budgétaires de la CTC. Donc les associations, souvent, elles-mêmes n'ont pas de moyens et on ne peut pas augmenter plus que de raison les subventions. Donc il faut trouver d'autres moyens pour les aider. Donc d'abord les sécuriser dans le temps. Donc on essaie de généraliser actuellement les conventions triennales pour que les associations, et notamment celles qui luttent dans le domaine de la lutte contre la précarité, la pauvreté et de la visibilité, de la prévisibilité sur leur action. Et puis, en même temps, lorsqu'on ne peut pas donner d'argent, on peut mettre à disposition une ressource humaine, une compétence dans le domaine juridique, dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de l'articulation entre l'offre et la demande. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Quant à la jeunesse, c'est un truisme que de dire qu'elle est au centre de nos préoccupations. La jeunesse, c'est effectivement la première de nos yeux. Nous, on s'est donné un objectif politique. C'est effectivement d'ici la fin de l'année, et j'espère d'ici l'été, faire voter par l'Assemblée de Corse un pacte pour la jeunesse, c'est-à-dire un dispositif qui intégrera l'ensemble des mesures dans tous les domaines que nous voulons mettre en œuvre au service des jeunes. Et ça ne sera pas seulement un pacte pour la jeunesse, mais ça sera un pacte aussi par la jeunesse. C'est-à-dire que nous entendons associer directement les jeunes à la construction de ces dispositifs. Ça se fera bien sûr à travers l'Assemblée des Juventus, qui a été instituée et qui, à mon avis, est une institution prometteuse. Mais pas seulement, bien sûr. L'idée, c'est d'aller partout où il y a des jeunes, à l'université, dans les entreprises, dans les centres de formation, et leur dire que le présent et l'avenir leur appartiennent et qu'ils sont pour nous des acteurs à part entière et que nous sommes là pour leur donner les moyens de devenir ce qu'ils ont envie d'être. Alors de façon très concrète, on a commencé à le faire. C'est Josefa Giacometti qui est en charge de la formation, a notamment élargi les conditions d'accès au Pass Culture pour les collégiens et ça marche très bien. Il y a des mesures qui ont été prises et notamment, malgré le contexte budgétaire dont je parlais, l'augmentation des crédits en termes aussi bien de fonctionnement que d'investissement dans l'éducation et dans l'enseignement montre bien le souci prioritaire que nous entendons consacrer à ces questions-là. Et puis ensuite, nous allons décliner dans tous les domaines. Alors il y a à la fois, je dirais, permettre aux jeunes Corses de devenir des citoyens à part entière, c'est-à-dire leurs institutions, leur rapport à la vie publique. Il y a l'emploi, il y a la formation, il y a le logement, il y a l'accès aux soins, avec par exemple la généralisation d'un bilan gratuit pour tous les jeunes, qui est d'ores et déjà systématisé. Il y a la mise à disposition des nouvelles technologies. Lorsque j'étais président de l'association régionale des missions locales, nous avons créé la Milo TV, qui est une télévision faite pour et par les jeunes des missions locales, qui marche très bien. Il y a des perspectives de partenariat, y compris avec des télés locales ou avec Viastel. Renforcer l'accès à la culture, j'en ai parlé. Renforcer la mobilité aussi, interne à la société corse, interne au territoire corse, mais également vers l'extérieur.
On ne veut pas faire partir nos jeunes, mais moi, ce que je souhaite, c'est que chaque fois qu'ils ont envie de partir, ils puissent le faire, qu'ils puissent aller voir ailleurs ce qui se passe, qu'ils puissent s'améliorer, qu'ils puissent s'enrichir, et puis chaque fois qu'ils le souhaitent, et j'espère que ça sera le plus souvent possible, revenir en Corse pour y construire leur vie. Donc là, on a la volonté d'impliquer, vous le savez, la diaspora aussi, puisqu'il y a un réseau d'entreprises en France et ailleurs en Europe et dans le monde susceptibles d'accueillir des jeunes. Et je précise, ce ne sont pas seulement les jeunes diplômés. Il faut que tous les jeunes sachent qu'ils ont leur place dans cette société, qu'il s'agisse de jeunes qui sont en centre de formation, qu'il s'agisse de jeunes chômeurs, qu'il s'agisse de jeunes entrepreneurs. Voilà, on va leur dire, prenez les outils, emparez-vous-en et construisez avec nous cette société corse qui est d'abord et avant tout la vôtre. Merci à tous les deux, à demain. Demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez pour cette semaine de Sucita Viva, donc en compagnie de Gilles Simeoni. Bonjour. Salut. Président du Conseil exécutif et du docteur François Pernin. Bonjour. Bonjour. Président de la CLE, la coordination de lutte contre l'exclusion. On vous parle donc de cette problématique de la précarité et différentes aides. La précarité qui est entrée par la grande porte, vous avez dit, docteur Pernin, à la collectivité territoriale de Corse et dans le domaine politique. On a parlé de plusieurs domaines, même si le rapport était tellement dense qu'on ne peut pas évidemment l'aborder en une semaine. Mais Gilles Simeoni, un des thèmes aussi qui a été débattu, c'est cette précarité par rapport aux retraités, et notamment cette fameuse carte Ritirate qui a été adoptée avec des réductions, notamment dans les transports, dans le domaine culturel, ça va arriver. On se dit qu'il n'a pas été adopté cette fois-ci à l'unanimité, puisque certains groupes vous ont reproché de ne pas en faire assez. Alors justement, on écoute depuis le début de la semaine toutes les propositions qui sont faites. Aujourd'hui, on se dit, il y a un rapport concret qui sort, on nous dit de ne pas en faire assez. Que va-t-il en être des autres mesures qui sont là ? Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de dire on ne vote pas le rapport parce que nous-mêmes, qui n'avons jamais rien fait jusqu'à aujourd'hui, je parle de ceux qui se sont succédés à gauche et à droite, nous-mêmes qui n'avons jamais rien fait jusqu'à aujourd'hui, nous ne votons pas parce que nous trouvons que vous faites, mais que vous ne faites pas assez. Donc je trouve que c'est une position quand même qui est assez savoureuse. Mais ceci étant, un mot donc sur les chiffres, c'est vrai qu'on peut pas tout détailler, mais le rapport, ce sont près de 70 mesures, et en chiffres, c'est environ 12 millions d'euros en investissement et 10 millions d'euros en fonctionnement, tout dispositif confondu. Donc vous voyez que c'est un effort qui est significatif et qui a vocation aussi à avoir des effets démultiplicateurs. Parce qu'il y a aussi toutes les mesures qui ne coûtent rien directement, mais qui sont notamment des mesures d'incitation, de réorganisation, de mutualisation et qui doivent nous permettre d'améliorer beaucoup l'efficacité des dispositifs. Sur la question des retraités, nous avons parlé de la jeunesse, mais une société, c'est un tout. Et donc, il faut effectivement travailler à sa cohésion d'ensemble. Et dans notre société, et particulièrement dans notre société corse, je dirais le rapport aux personnes âgées est un rapport essentiel qui est constitutif de notre identité collective. Donc aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui sont souvent aussi en situation de précarité et il était normal que nous les intégrions au premier rang de nos préoccupations. Alors il y a effectivement la mesure qui a été prise, qui est cette carte Ritirate. C'est un travail qui a été initié par le président de l'Assemblée de Corse, en concertation avec les organisations syndicales, en concertation bien sûr avec le Conseil exécutif, puisque nous sommes décisionnaires en la matière lorsqu'il s'agit de prendre des mesures, notamment qui ont des conséquences budgétaires. Et la traduction de ce travail qui s'était étalé sur plusieurs mois, ça a été effectivement notamment ces mesures d'une tarification préférentielle qui ont un coût quand même important, assumé par l'Office des Transports, plus d'1,5 million d'euros. Et ça va permettre à environ 50% des retraités de Corse de voyager à moitié prix. Donc il y aura environ 6 000 billets dans le maritime et 22 000 dans l'aérien jusqu'à octobre qui seront mis sur le marché à 50%. Donc effectivement, ce ne sont pas tous les retraités qui vont bénéficier de cette mesure. Le choix qui a été fait, c'est le choix de dire qu'il faut d'abord s'occuper de celles et ceux qui ont moins de moyens. Et je considère que c'est un arbitrage qui est juste, parce lorsqu'on ne peut pas tout faire, il faut d'abord faire pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est un geste significatif. Il y en a d'autres. On a parlé du logement intergénérationnel, on a parlé du développement de l'offre de soins, et notamment de l'offre de premiers secours. Dans le cadre du comité de massif, il a été voté plusieurs maisons de santé dans les territoires qui sont d'ores et déjà financées. On a prévu un financement d'environ 5 millions d'euros par an
pour ces dispositifs-là. Il y a le travail qui a été fait notamment dans l'Altaroc par le docteur Colombagne, qui est élu à l'Assemblée de Corse, qui est président de l'Observatoire de la santé avec ses confrères, qui permet d'avoir des cabinets secondaires qui sont ouverts tous les jours, notamment à Lévis, mais on va pouvoir aller dans d'autres villages. Ça veut dire que concrètement, tantôt on rapproche le patient du soin, donc c'est la question de la mobilité interne qui est importante. Tantôt, on rapproche l'offre de soins du malade. Un exemple comme celui-là, où l'initiative du bus santé que nous allons financer dans le courant de l'année, avec un bus où il y aura un médecin, une infirmière qui fera le tour des villages, notamment des villages les plus reculés, pour aller au-devant des populations qui risqueraient sans cela de ne pas avoir accès aux traitements médicaux. Et d'ailleurs, et je repasse la parole au docteur Pernin, le renoncement aux soins, de façon générale, est un des marqueurs forts de l'entrée dans la pauvreté, dans la précarité. Oui. C'est le phénomène du renoncement qu'on trouve un petit peu sous toutes les facettes, le renoncement aux soins, le renoncement à des droits auxquels on peut prétendre, le renoncement à se déplacer, le renoncement à vivre. Voilà un petit peu, là on parlait des retraités, je crois qu'il y a une Corse invisible, il y a ceux dont on parle, puis ceux qui ne s'expriment jamais parce qu'ils n'osent pas le faire ou qui ne pensent pas à le faire, et il y a des retraités qui après une vie de travail se retrouvent avec des retraites de 400, 600 euros par mois, c'est-à-dire bien en dessous du seuil de pauvreté. Il y a ceux, parce qu'il y a encore des gradations, mais ceux dont on ne parle jamais, qui sont les travailleurs immigrés sans papier, ou travailleurs immigrés tout court, qui après une vie de travail, quand ils font leur demande de retraite, découvrent qu'ils n'ont jamais été déclarés et qui se retrouvent et sans famille et sans retraite. Il y a des personnes âgées qui sont très bien vues dans le film de Gisèle Casabianca et Youth, qu'on voit vivre toutes seules dans des chambres où il fait 12, 15, 14 degrés. On sait que les municipalités qui livrent des repas à la maison, ces repas, on les retrouve dans le frigidaire entamé le lendemain et l'après-lendemain. Ce repas sert plusieurs fois de suite. On sait qu'il y a des personnes âgées maintenant qui font les poubelles, qui fréquentent les restos du cœur. Tout cela, on ne les voit pas. Je crois qu'on aura fait un grand progrès quand les gens oseront dire « Écoutez, je suis pauvre ». Parce que nous aurons donné des critères objectifs de pauvreté. Et des critères qui vont au-delà des critères habituels jusqu'à maintenant, parce que les critères qu'on donne n'ont jamais été vérifiés par les gens qui les préconisent, parce que vivre avec moins de 1 000 euros par mois, ceux qui préconisent ça n'ont jamais essayé. Et pour vivre décemment, c'est bien plus de 1 000 euros qu'il faut par mois. Donc, il y a cette Corse invisible, et ce que j'espère par toutes ces mesures, par cette attention au plus haut niveau politique dans notre région, que l'on va maintenant pouvoir dépister beaucoup plus tôt ces cas-là, grâce aux travailleurs sociaux, grâce à ces personnes qui vont pouvoir le dire, grâce à ces voisins, à ces citoyens qui vont retrouver leur rôle de faire société pour aller visiter son plus proche voisin et dire « tiens, oui, celui-là, il n'est pas très bien, il faut faire un petit peu plus ». Alors oui, le renoncement aux soins, c'est une des choses les plus spectaculaires qu'on a su déceler. C'est tout à l'honneur de notre démocratie de le faire et de prendre maintenant des mesures pour faire reculer ce renoncement aux soins qui est grave. Pour revenir en deux petits mots aux retraités, donc ce qui a prévalu dans l'établissement de cette carte pour les retraités, c'est l'équité plutôt que l'égalité. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que l'équité, c'est important. L'égalité, ça doit être aussi de traiter de façon différente des situations différentes. Alors, si on peut faire pour tout le monde, on fera pour tout le monde. Mais je veux dire, la politique, c'est aussi un arbitrage entre le souhaitable et le possible. Et je trouve que l'équilibre qui a été trouvé, et qui est d'ailleurs un équilibre qui pourra être revu en fonction des ressources ou en fonction des besoins, est un équilibre très satisfaisant. Et puis surtout, au-delà de ça, ce qu'il faut constater, c'est que jusqu'à aujourd'hui, rien n'avait été fait, et que là, on fait quand même quelque chose de très significatif. Et je constate que 2 organisations syndicales, et surtout beaucoup de retraités, sont très heureux de cette avancée. Et tant mieux. Merci beaucoup, merci. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de nos invités. Gilles Simeoni, bonjour. Salut. Président du Conseil exécutif, le docteur François Pernin, bonjour. Bonjour. Président de la coordination de lutte contre l'exclusion. Ces 2 rapports de la collectivité territoriale de Corse. Avec docteur Pernin, un sujet qui vous tient aussi beaucoup à cœur, on en a un peu parlé hors micro, c'est la problématique de la formation, parce que tout part de là selon vous. Oui, et puis des groupes, on en fait travailler maintenant depuis des années sur des groupes de tailles différentes, de niveaux différents, sur des sujets différents. Tous citent la formation. Et ce fossé qui existe entre la réalité des besoins du terrain
et les offres de formation qui sont données. Comme ceux qui les pensaient n'étaient pas sur le terrain, et ceux qui sont sur le terrain n'avaient pas leur mot à dire, alors que parfois même ils financent ces organismes de formation. Donc là, il y a un gros effort à faire pour mettre en adéquation les formations qui sont offertes, et particulièrement aux jeunes, et les déboucher sur l'emploi. Ça, c'est très important. Tout en n'oubliant pas aussi que la formation doit aller au-delà et prévoir les métiers de l'avenir. Ça, c'est très important aussi. En termes de formation, nous, on a pu dépister un certain nombre de formations innovantes qui seraient à mettre en place. C'est la formation en conseillère économique familiale, qui travaille en binôme avec l'assistante sociale et qui ont pour charge de mieux apprendre à gérer les budgets de certaines familles qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que la gestion du budget est difficile. Il y a une autre formation qu'on a proposée qui, elle, serait une formation universitaire, c'est la formation en médiation. La médiation, c'est ce qui permet, en dehors de l'action judiciaire habituelle, de régler des problèmes entre les personnes grâce à un médiateur qui connaît très bien la situation, parce qu'un médiateur, il n'est pas médiateur comme ça tout seul, il a un métier, il devient médiateur dans son métier. Médiateur en matière d'architecture, médiateur en matière agricole, médiateur dans la culture. Et il est capable de faire en sorte que les deux parties en présence puissent trouver la bonne solution, que ce soit gagnant-gagnant. Et ça, c'est une formation universitaire haut de gamme et qui permet aux médiateurs en plus d'exercer une activité salariée supplémentaire, ce qui n'est pas à regretter. Des formations aussi dans le personnel d'accueil, quels que soient les guichets où on arrive, être bien accueilli, c'est très, très important. Parce que très mal accueilli, c'est une machine à exclure extraordinaire. Quelqu'un qui a du mal déjà à se présenter à un bureau, qui est mal accueilli, qui est humilié, qui est rejeté, celui-là, il repart, on ne le verra jamais. Et comme machine à exclure, comme j'ai dit, c'est important. Donc, former les personnels d'accueil, ça, c'est très important. Élever aussi un certain nombre de reconnaissances professionnelles, comme tous les aidants, toutes les aides à domicile, toutes les aides aux personnes âgées, qui sont souvent faites par des femmes qui ont très peu de diplômes, leur donner accès à des diplômes, à des formations diplômantes qui pourraient permettre d'être mieux reconnus, d'être mieux valorisés, ça serait quelque chose de très important. Et puis on a travaillé avec des entrepreneurs et des syndicalistes, et bon, il faut le dire, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre, le blanc, le noir, tout ça, tous ces gens-là ont envie de faire quelque chose pour leur pays, ont envie aussi d'être écoutés, ont chacun leurs problématiques et sont capables de se parler lorsqu'ils ne sont pas dans le milieu habituel où ils s'opposent. Et en matière d'hôtellerie notamment, il y a une formation qui est demandée, qui est de se former aux différentes langues utilisées par les touristes, allemand, anglais, italien, espagnol, mais de façon rapide. Comme il y a le français langue étrangère qui est enseigné, il faudrait ces langues-là les enseigner sous forme l'allemand langue étrangère, c'est-à-dire savoir très rapidement les 50 phrases les plus usuelles pour les comprendre et les parler. Que ces formations aient lieu dans la période creuse touristique. Et que les hôteliers se font fort de faire le parcours pour former ces jeunes dont ils ont tant besoin. Et puis, et ça c'est dans tous les sujets, mais en matière de formation aussi, posséder le guide, l'annuaire des formations existantes, là où elles se font, par qui elles se font, quand elles se font, parce que beaucoup de choses se font dans tous les secteurs, et puis peu de personnes sont au courant de réellement ce qu'ils font, et là il y a une déperdition de richesse très très importante. Gilles Simeone, justement, c'est un retour d'expérience extraordinaire. Extraordinaire, mais ça montre aussi combien il est important d'abattre les cloisons qu'il peut y avoir entre le monde politique et le monde associatif, entre les acteurs de terrain et les élus. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, et c'est comme ça aussi qu'on améliore l'action. Mais pour revenir sur la formation, je crois que c'est un enjeu essentiel. Toutes les sociétés qui ont eu à se confronter à des enjeux de mal-développement ou de sous-développement s'en sont sorties d'abord et avant tout par la formation. Donc c'est un élément central de notre stratégie. Je rappelle quand même que la lutte contre la précarité et la pauvreté, elle s'inscrit dans une vision globale qui est celle que nous avions théorisée sous le vocable reacquisto economico e sociale, la réappropriation de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être au plan économique et au plan social. Donc il y a forcément la main tendue vers celles et ceux qui sont en situation de souffrance et d'exclusion, mais parallèlement, avec la même force, la même énergie, il y a la volonté aussi de créer les conditions d'une richesse collective et ensuite de mécanismes de solidarité, de péréquation. L'idée, c'est pas de maintenir des gens dans une situation de pauvreté, c'est de sortir celles et ceux qui sont en situation de pauvreté de cette situation et ensuite d'élever progressivement le niveau de vie et le niveau de satisfaction des besoins essentiels de tout le monde, y compris à travers des mécanismes
mécanisme de solidarité. Alors sur la formation, c'est un enjeu central. J'ai dit lors d'un de nos entretiens précédents que nous y consacrions d'ores et déjà un effort budgétaire considérable. Il y a des perspectives extraordinaires qui sont ouvertes aujourd'hui. Je pense notamment à la PPE, la programmation pluriannuelle pour l'énergie, donc notamment gérée par Fabienne Giovannini, l'agence pour l'énergie. Ça va être 2 milliards d'euros pour la Corse en 10 ans. Et notamment sur cette somme-là, des centaines de millions d'euros sur la transition énergétique. Et notamment sur la réhabilitation énergétique des logements. Et la facture énergétique, elle pèse beaucoup plus lourdement sur les pauvres que sur ceux qui ne le sont pas. Et donc il y a un enjeu, par exemple, de construction ou de réhabilitation de 20 000 logements à travers le dispositif Aurélie, qui a à la fois une perspective sociale importante, parce que ça va permettre aux gens qui vivent dans ces appartements et dans ces logements de mieux vivre, et puis aussi un enjeu de formation, parce qu'actuellement nos entreprises, et notamment ceux qui travaillent dedans, ne sont pas formés pour assumer cette commande publique. Et donc, parallèlement à cet effort-là, nous travaillons au renforcement de l'offre de formation. Notamment, ça va être intégré dans le contrat de plan de développement des formations et d'orientation professionnelle, document stratégique qui va être proposé au vote de l'Assemblée de Corse dans le courant de l'année. Donc, c'est Josefa Giacometti qui y travaille. Et nous travaillons aussi à la validation d'un campus des métiers. Il y a 4 ou 5 campus des métiers dans l'ensemble français. Notre dossier, je crois pouvoir dire qu'il a attiré l'attention des plus hautes autorités. Il y a de bonnes chances qu'on ait cette certification, cette labellisation. Ça veut dire qu'on va pouvoir offrir des métiers, mais dans toute la gamme des formations possibles, du CFA jusqu'à l'ingénieur, avec Paolitech et Accorté. Et donc il faut travailler là encore en synergie avec tous les acteurs, avec l'Université de Corse, qui est notre partenaire historique stratégique, mais également avec les chambres de métiers, avec les chambres de commerce, avec les entrepreneurs, avec les syndicats, avec les jeunes. Et vous voyez qu'en maillant tout ça, je pense qu'en quelques années, on peut avoir véritablement des résultats très significatifs. Alors, je vais ajouter simplement en matière d'idées aussi, nous on a fortement suggéré quand même que la CTC qui dépense autant d'argent dans la formation ait le droit de regard, c'est-à-dire qu'elle évalue un petit peu l'argent qu'elle dépense en matière de formation, le seul critère ne pouvant pas être le nombre d'inscrits. Il y a des critères de qualité et on ne peut pas donner toujours les contrats au moins 10 ans, il faut des critères de qualité. Ça c'est important. Il y a une idée aussi, c'est de faire des jeunes retraités qui ont une valeur professionnelle incomparable, de devenir des tuteurs de certains jeunes, et surtout dans le milieu rural, pour qu'ils viennent les aider, pour qu'ils partagent leur savoir. Voilà des idées encore en matière de formation. Puis une autre idée, c'est qu'on considère toujours c'est que l'ancien qui va apprendre aux jeunes, or le jeune peut apprendre à l'ancien. Et ça, c'est une idée très intéressante, et notamment en matière d'informatique. Combien de générations maintenant sont totalement ignorantes. Et il y a le mot équivalent à l'illettrisme pour la personne qui ne connaît pas l'informatique. C'est une forme d'illettrisme. Les jeunes ont cette connaissance et les anciens l'ont pas. Donc là, il y a un échange de savoir à faire dans l'autre sens, intergénérationnel dans l'autre sens. Et ça aussi, ça serait important à développer en matière de lien intergénérationnel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci, Dr Pernia. Merci. On vous retrouve sur le terrain. Donc, et puis, vous aussi un peu sur le terrain. Vous aussi un peu sur le terrain. Dans les bureaux. Effectivement, mais on se retrouve en septembre pour parler d'un nouveau rapport. Et bien évidemment avant. Merci et à bientôt. Sucita Vive avec Maria Lanfranc.